Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un mécanisme au cœur du droit du travail français. Un sujet qui touche directement à la santé et puis à l'avenir de millions de personnes. Je parle du compte professionnel de prévention, le fameux C2P. Oui, bonjour. Notre source du jour, c'est un document de formation particulièrement limpide de l'organisme LRDCIP. L'objectif, c'est pas juste de lister des règles, mais de vraiment comprendre la philosophie derrière ce système. Exactement. En gros, comment des conditions de travail difficiles peuvent se transformer en droit concret pour se former, alléger son quotidien ou même préparer sa sortie. C'est tout à fait ça. L'idée de fond, c'est un double paré en fait. C'est la prévention et la compensation. D'accord. C'est la reconnaissance officielle que certains boulots, ils usent le corps et parfois la tête plus vite que d'autres. Le C2P, c'est pas juste un chèque à la fin, quoi. C'est un vrai outil de pilotage de carrière. Un outil de pilotage, oui. Oui, il est conçu pour permettre aux gens de bifurquer vers des postes moins pénibles avant qu'il ne soit trop tard, avant que les dégâts sur la santé soient irréversibles. D'accord. C'est un outil pour reprendre un peu le contrôle, si je comprends bien. Alors, la première question qui se pose, c'est pour qui? Est-ce que ce compte, il est ouvert pour tout le monde, dès qu'on signe un contrat de travail? Non, et la délimitation est très claire dans le document, ça concerne principalement les salariés du secteur privé. À uniquement le privé? Principalement, oui. Le type de contrat n'a pas d'importance, que ce soit un CDI, un CDD, de l'intérim, un contrat d'apprentissage. Là-dessus, tout le monde est logé à la même enseigne. D'accord. Ça inclut aussi le personnel de certaines structures un peu hybrides, comme les groupements d'intérêt public, les GIP, mais s'ils sont sous droit privé. La condition, c'est d'être exposé à des risques professionnels qui dépassent des seuils très très précis. On y viendra. Donc, si ça concerne le privé, ça veut dire qu'il y a des exclus notables. Je pense au secteur public, par exemple. Pourquoi cette distinction si nette? L'idée, c'est que les autres ont déjà leur propre système. C'est tout à fait ça. Le document le liste clairement. Les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, et puis les salariés des régimes spéciaux de retraite. La SNCF, ce genre de choses? Oui, voilà. On pense à la SNCF, aux marins, etc. Eux, ils sont en dehors du C2CP. Ce n'est pas qu'on oublie leur pénibilité, attention, mais ils dépendent de leur propre régime qui ont en théorie des mécanismes de compensation spécifiques. Le C2CP, c'est vraiment la solution pensée pour le régime général. D'accord, c'est très clair. Le périmètre est bien défini. Alors, venons-en au cœur du réacteur. Les fameux facteurs de risque. C'est la clé pour savoir si on peut accumuler des points. Et en regardant le document, on voit que la liste finalement n'est pas si longue. Il n'y en a que 6. Oui, et cette liste de 6 facteurs, c'est le résultat d'une réforme de 2017. Ils sont classés en 2 grandes familles. Lesquels? D'un côté, ceux liés à un environnement physique agressif, et de l'autre, ceux liés à des rythmes de travail contraignants. Et pour chaque facteur, le seuil il est millimétré. Ce n'est pas une appréciation subjective, c'est quantifiable. Ce qui est essentiel pour que le droit s'applique de la même façon pour tous, j'imagine. Exactement. Alors, explorons cette liste. Quel est le premier facteur compteur? Le premier, c'est le travail de nuit. Le seuil est très précis. C'est-à-dire? Il faut travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin et le faire au moins 120 nuits dans l'année. 120 nuits, c'est énorme. On ne parle pas de la personne qui finit son service un peu tard de temps en temps, là. Non, pas du tout. On parle de gens dont le rythme de vie est complètement inversé une bonne partie de l'année. C'est ça, comme dans certaines usines ou pour les agents de sécurité de nuit. L'idée est de cibler une contrainte qui est lourde et régulière. D'accord. Le deuxième facteur est dans la même veine, le travail en équipe successive alternante. Le fameux 2-8, 3-8. Voilà, le 2-8 ou 3-8 qui désynchronise aussi complètement le corps. Là, le seuil est de moins 50 nuits par an. Et le troisième, c'est le travail répétitif, Ah oui. caractérisé par la répétition d'un même geste à une cadence élevée, et là, il faut y être exposé au moins 900 heures par an. 900 heures, c'est plus de la moitié d'un temps plein passé à faire le même mouvement en boucle. On imagine tout de suite les troubles musculo-squelettiques qui peuvent en découler. Absolument. Et les 3 derniers? Alors, le quatrième est plus rare, mais très intense. C'est le travail en milieu hyperbare. On pense évidemment aux plongeurs professionnels. Bien sûr. Le seuil est de 60 interventions par an. Le cinquième, ça concerne les températures extrêmes. Travailler en dessous de 5 degrés Celsius ou au-dessus de 30 degrés. Ah, ça doit concerner beaucoup de monde. Oui, et là encore, c'est pendant au moins 900 heures par an. Ceux qui travaillent dans les entrepôts frigorifiques, sur les chantiers en plein été, dans les cuisines, la contrainte physique doit être énorme. Et le dernier? Le dernier, c'est le bruit.
Il y a 2 seuils possibles. D'accord. Soit une exposition à un niveau sonore d'au moins 80 décibels pendant 600 heures par an. Ce qui correspond à quoi, 81 décibels? C'est le bruit d'une rue très passante, mais en continu. D'accord. Soit une exposition à des bruits de crête, des chocs sonores très forts, de 135 décibels, au moins 120 fois par an. Pensez à l'utilisation d'un marteau-piqueur, par exemple. Attendez, je vois quelque chose dans le document qui est assez surprenant. Il y a des facteurs qui semblent évidents en termes de pénibilité et qui ne sont plus dans la liste. Oui, On parle de manutention de charges lourdes, de posture pénible, de vibrations. Ils ont été retirés en 2017. Ça paraît contre-intuitif. Quelle est l'histoire derrière ça? c'est un point absolument crucial à comprendre et le document l'explique bien. Ces 4 facteurs n'ont pas disparu de la protection des salariés. Attention. Ah d'accord. Mais ils ont changé de logique. Ils ne sont plus gérés par le C2P, qui est un système de prévention en amont, En amont, oui. mais par un autre dispositif, le départ anticipé pour incapacité permanente. La philosophie est différente. C'est-à-dire? Pour le CPRI, on accumule des points avant d'être malade, pour justement éviter de le devenir. Pour les charges lourdes ou les postures pénibles, la réparation intervient après qu'une maladie professionnelle a été reconnue et a entraîné une incapacité d'au moins 10%. Ah oui, on n'est plus dans la même temporalité. Pas du tout. On est passé d'une logique de prévention à une logique de réparation d'un dommage qui est déjà constaté. C'est beaucoup plus clair. D'un côté, on essaie d'éviter le problème, de l'autre, on gère les conséquences. Donc si je suis exposé à l'un de ces 6 facteurs, comment ça se passe? Est-ce que je dois remplir des formulaires, prouver mon exposition? Et c'est là qu'est la bonne nouvelle pour le salarié. En théorie, il n'y a absolument rien à faire. Vraiment? Oui, le système est pensé pour être automatique. C'est l'employeur qui a l'obligation légale de déclarer chaque année l'exposition de ses salariés. Il le fait via un outil numérique, la déclaration sociale nominative, la DSN. La DSN que les entreprises utilisent tous les mois, de toute façon. C'est ça. Vous avez dit, en théorie, ça sonne bien, mais ça suggère qu'en pratique, il peut y avoir des ratés. Disons qu'il peut y avoir des oublis. Le fait que le document mentionne une procédure de contestation me fait dire que des employeurs doivent oublier de faire ces déclarations. C'est le point de vigilance majeur. Le système repose sur la déclaration de l'employeur. Si la déclaration est faite, les points sont crédités automatiquement sur le compte du salarié. Et comment ça se calcule ce barème? Le barème est simple. Si on est exposé à un seul facteur au-delà du seuil, on gagne 1 point par trimestre, soit 4 points par an. D'accord. Si on est exposé à plusieurs facteurs en même temps, la polyexposition, ça va 2 fois plus vite. 2 points par trimestre, soit 8 points par an. Ah, c'est bien ça. L'idée, c'est de reconnaître que le cumul des pénibilités est plus qu'une simple addition. Et il y a une limite, je crois. On ne peut pas accumuler des points indéfiniment. Non, le compte est plafonné à 100 points sur toute la carrière. C'est une réserve maximale. Une fois ce plafond atteint, on n'accumule plus de nouveaux points. D'accord. Donc on a cette banque de points qui se remplit. Le document de LRDCIP présente ensuite 4 manières de les dépenser. Mais ce ne sont pas juste 4 options au hasard, n'est-ce pas? On dirait qu'elles représentent 4 philosophies différentes pour gérer sa fin de carrière. C'est exactement ça. On peut voir ça comme un choix stratégique. Un choix entre quoi et quoi? Entre investir pour rendre sa carrière actuelle plus supportable, planifier sa sortie définitive ou alors construire une toute nouvelle carrière. Chaque option répond à un besoin différent. Commençons par la construction d'une nouvelle carrière. C'est l'option formation, j'imagine. C'est ça, et c'est l'option prioritaire aux yeux du législateur. C'est la logique de prévention poussée à son maximum. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser ces points pour financer une formation qualifiante qui permet d'accéder à un poste moins pénible. Et ça représente combien, un point en euros? Chaque point a une valeur monétaire 500 euros. Un point 500 euros pour se former. Et pour montrer à quel point c'est une priorité, Oui. le système bloque les 20 premiers points accumulés. Ils ne peuvent être utilisés que pour la formation. Ah, d'accord, c'est une forte incitation. Très forte. Sauf cas exceptionnel si on est très proche de la retraite. C'est pour pousser à penser à sa reconversion le plus tôt possible. 20 points, ça fait 10 000 euros. C'est un budget conséquent pour une formation sérieuse. Oui, c'est un vrai levier. D'accord pour la reconversion. Quelle est la deuxième philosophie? Rendre son job actuel plus vivable. C'est l'option temps partiel payé. On peut utiliser ces points pour réduire son temps de travail, tout en maintenant son salaire. Ah, ça, c'est intéressant. Le C2P vient compenser la perte de revenus. Le calcul est le suivant. 10 points permettent de financer l'équivalent d'une réduction de travail à mi-temps pendant un semestre. C'est une bouffée d'air pour ceux qui sont usés mais qui ne peuvent pas encore changer de métier. C'est une soupape de sécurité en quelque sorte. Et la troisième voie, la plus radicale, la sortie, c'est l'option retraite? C'est celle-là, l'utilisation pour un départ anticipé à la retraite. Ici,
10 points peuvent être convertis en un trimestre de majoration de durée d'assurance. D'accord. Comme le compte est plafonné à 100 points et que 20 sont potentiellement réservés à la formation, on peut utiliser au maximum 80 points pour ça. 80 points, c'est 8 trimestres. 8 trimestres, soit 2 ans. On peut partir jusqu'à 2 ans plus tôt. Exactement. C'est une compensation directe pour les années de travail pénible. Et il y a une quatrième option, plus récente, qui semble être une sorte d'hybride. Oui, c'est la possibilité d'utiliser les points pour financer un projet de transition professionnelle. C'est-à-dire? C'est un dispositif de reconversion très complet qui existe déjà, mais on peut désormais mobiliser ce point C2P pour le financer. C'est une autre porte d'entrée vers la reconversion, souvent pour des projets plus longs et plus ambitieux, avec un accompagnement renforcé. C'est très clair. On a donc le choix entre la fuite en avant, l'aménagement et la ligne d'arrivée. C'est une bonne façon de le résumer. Concrètement, comment on fait? Où est-ce qu'on va? Pour voir combien de points on a et pour les utiliser. Tout se passe en ligne sur une plateforme dédiée, compteprofessionnelprevention.fr. D'accord. C'est assez simple, on se connecte via France Connect, le portail sécurisé de l'administration, avec ses identifiants Amélie ou ceux des impôts par exemple. Et c'est là qu'on peut consulter son solde. Oui, c'est là. En général, les points de l'année N sont crédités vers le mois de mai de l'année N+1. Et la demande d'utilisation se fait au même endroit? Oui, sur son espace personnel, on choisit une des options, on remplit le formulaire. Évidemment, il faut fournir des justificatifs. Comme un devis pour une formation, j'imagine? Voilà, un devis pour une formation. Pour un passage à temps partiel, et c'est un détail important, il faut un accord écrit de l'employeur avant de faire la demande en ligne. Ah, ce n'est pas un droit automatique. Il faut le négocier. Exactement. Une fois la demande soumise, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, qui l'instruit et la valide. Revenons au point sensible. L'oubli de l'employeur. Que dit le document sur les recours possibles? Il insiste sur ce point de vigilance. Si un salarié constate qu'il n'a pas reçu de points alors qu'il pense y avoir droit, il peut contester. Et il a combien de temps pour ça? Attention, il y a un délai de prescription de 3 ans. D'accord. Il ne faut pas traîner. Non. La première étape, c'est de se tourner vers son employeur, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception pour garder une trace. Et si ça ne donne rien, la deuxième étape, c'est de saisir l'organisme régional compétent, la CARSAT, qui pourra alors mener une enquête. Il faut donc être proactif et vérifier son compte chaque année. D'accord. Et une dernière question pratique. Si je quitte mon entreprise ou si je me retrouve au chômage, est-ce que je perds tout? Non. Et c'est un des grands avantages du système. Les points sont attachés à la personne, pas au contrat de travail. Ah, c'est rassurant. Ils vous suivent tout au long de votre carrière. Que vous changiez d'employeur, que vous soyez au chômage, ils restent sur votre compte jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser ou jusqu'à votre départ à la retraite. C'est un capital personnel. Finalement, le message principal à retenir de ce document, c'est que le C2P est un droit qu'il faut s'approprier activement. Ce n'est pas juste une ligne sur un relevé. Absolument. C'est un outil de pouvoir pour le salarié. Il faut le voir comme une ressource à activer au bon moment. Le document mentionne aussi un point intéressant, le cumul avec le compte personnel de formation, le CPF. On peut combiner les deux? Oui, on peut les combiner pour financer un projet de reconversion encore plus ambitieux. Et un dernier avantage, qui n'est pas négligeable, la fiscalité. Les sommes versées via le C2P, que ce soit pour la formation ou pour le temps partiel, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. C'est un avantage net en effet. Oui, tout à fait. Merci, c'était une exploration très riche. On comprend bien que ce compte est bien plus qu'une simple compensation financière. C'est un véritable levier pour reprendre la main sur sa trajectoire professionnelle quand le travail devient trop lourd. C'est un instrument de pilotage, une façon d'éviter de subir passivement la dégradation de sa santé au travail. Pour conclure, cette discussion sur la définition très cadrée de la pénibilité, ça soulève une question plus large, qui va au-delà de notre document. Oui, ça amène une réflexion de fond. En 2017, on a fait le choix de retirer des facteurs comme les postures pénibles ou les charges lourdes du champ de la prévention. Pour les basculer dans la réparation. Voilà. Ça nous interroge sur la manière dont notre société définit et valorise la pénibilité aujourd'hui. Et ça pose la question de demain. C'est-à-dire, Quid de l'usure psychologique ? Les risques psychosociaux, comme le burn-out, qui sont une forme de pénibilité moderne et de plus en plus reconnue, sont pour l'instant les grands absents de ce type de dispositif. Comment pourrait-on, à l'avenir, les intégrer dans une logique de prévention similaire ? la question reste ouverte.